peu près tout dit. Avant de commencer, je pense qu'on va faire un petit tour de table pour présenter les intervenants. Donc, je vais donner la parole dans l'ordre par Régis. Si vous pouviez rapidement vous présenter. Avec le micro, c'est mieux. Donc, bonjour à tous. Donc, mon nom est Régis Mazera. Je suis en charge du consulting pour Arval France. En deux mots, Arval, c'est une filiale du groupe BNP Paribas, dont le métier historique est la location longue durée de véhicules. Mais depuis quelques années, on a commencé une phase de transformation qui est en train de s'accélérer drastiquement pour passer à un acteur de mobilité au sens large, donc pour les entreprises comme pour les collaborateurs. Donc, ça fait un peu plus de 30 ans aujourd'hui qu'on accompagne les acteurs publics et privés dans l'évolution et la conduite du changement des besoins de déplacement au quotidien. Et effectivement, ce qu'on voit grandir et ce qui représente un axe de développement important pour nous, c'est l'usage du vélo en entreprise ou pour les déplacements pendulaires, comme le domicile-travail, pour ne pas le nommer. Donc, c'est vrai qu'on a aujourd'hui déjà des solutions existantes, mais aujourd'hui plutôt partagées. Et le sujet du vélo équipé de manière individuelle est vraiment le sujet qui occupe une partie de nos clients en ce moment, donc à travers les offres de vélos de fonction. Merci Régis, bienvenue. Arthur? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Arthur de Gerfagnon. Je suis le cofondateur de Tandem, qu'on a fondé avec mon associé Nicolas Delcourt au début de l'année 2020. Et en deux mots, on s'est donné pour mission de démocratiser l'usage du vélo en entreprise. Donc on propose une solution clé en main qui permet aux salariés et à leur entreprise d'accéder à un vélo de fonction via une location longue durée. On aura l'occasion d'en parler plus tard. Et je suis très content de participer à ce webinaire. Merci. Je donne la parole à Emmanuel. Oui, bonjour. Je ne suis pas sûr que vous m'entendiez là. Si, c'est bon. Ouais. Bonjour, Emmanuel Vitré. Contrairement à ce qui est marqué, je suis le fondateur de Cyclemove. Je n'ai pas encore d'associé, mais je vais bientôt en avoir un. Alors, Cyclemove, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire créée en mars 2020. Alors, on a deux activités. La première, comme Tandem, c'est la proposition de flotte de vélos pour les entreprises, des vélos de fabrication française. Et la deuxième activité, ce sont des ateliers de réparation cycle sur Paris, des ateliers sous la forme d'ateliers de quartier et avec un objectif principal, c'est de répondre aux nouveaux services, aux nouveaux besoins des nouveaux cyclistes dans Paris. Cyclemove, c'est une reconversion, puisque avant j'ai travaillé pendant 20 ans chez Alstom et General Electric dans les centrales électriques. Et vous me direz, c'est quoi le lien entre Cyclemove et les centrales électriques? Alors, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que je suis vélo-taffeur depuis une vingtaine d'années. Donc, je dirais que j'ai une expérience, j'ai ma propre expérience sur le vélo au quotidien, par tous les temps, dans toutes les tenues, sur tout type de vélo. Et je suis un convaincu des bienfaits du vélo au quotidien. Le deuxième lien, c'est que j'ai passé l'ensemble de ma carrière professionnelle avant de gérer des contrats d'entretien sur des outils industriels, et il y a de vrais parallèles à faire entre ce qui se fait dans l'industrie pour la maintenance préventive, également dans la voiture, l'expérience, la maîtrise des flottes de vélos pour les entreprises. Merci. J'y reviendrai plus tard, tout à l'heure. Merci beaucoup. Je donne la parole à Jérôme maintenant. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation à Ecodev et l'organisation. On est ravis de partager ce moment avec vous. Donc moi, je suis président de Teamsport, une société que j'ai cofondée avec Alain Atlani en 2019, avec un objectif, c'est clairement d'aider les salariés dans la pratique du sport et leur mobilité au quotidien afin d'améliorer leur qualité de vie au travail, tout en travaillant sur un axe fort qu'est le développement de la politique RSE des entreprises. Donc nous, on a décidé de partir sur un concept que tout le monde partage ici, qui est la location longue durée d'équipements sportifs et de vélos. Et avec les grèves de 2019, on a eu une accélération extrêmement forte de notre service de vélo qui s'appelle Team Mobilité, qui s'est encore plus accru lors du premier confinement. On propose un service assez haut de gamme, sur mesure pour les entreprises. On n'a pas un client qui a exactement la même offre. On s'adapte vraiment aux besoins de nos clients sur cette offre de vélo et on travaille sur trois axes.
les flottes de vélos partagées, comme peut le faire Arval aujourd'hui, le vélo de fonction, qui représente aujourd'hui plus de 80% des vélos qu'on a en circulation chez Team Sport, mais également un accompagnement dans la mise en place du forfait de mobilité durable. On a vraiment voulu avoir un écosystème à 360 degrés pour accompagner les vélotaffeurs des entreprises avec des partenaires sur l'ensemble des services qu'on va fournir. On essaye d'être assez flexible sur les durées d'engagement. Hein. On est capable de faire des engagements de 6 mois à 48 mois. Et on a voulu digitaliser notre process avec aujourd'hui un outil qui s'appelle Team Manager qui permet de suivre l'évolution de son vélo, la commande et la gestion de sa flotte à 100% digitalisée. Et sur l'axe fort du RSE, on en parlera tout à l'heure, nous, notre objectif, ce n'est pas qu'il y ait une option d'achat sur le vélo, ce qu'on peut proposer, mais c'est d'offrir en fait, les vélos à des associations caritatives pour donner en fait, une deuxième vie au vélo et partager en fait, cette volonté d'avoir une économie circulaire dans l'économie dans laquelle on est actuellement. Très bien, merci beaucoup. Et qui ne sont pas présents en photo sur la slide, mais Émilien également. Oui, bonjour à toutes et à tous. Émilien Tracol. Moi, je suis consultant en mobilité durable chez Ecodev. Merci. Et on va terminer par Timothée qui pourra embrayer sur le début de la présentation. Merci Thomas. Donc, effectivement, Timothée qui est là, donc cofondateur d'Ecodev. Je suis ravi. Alors, je me suis juste fait la remarque de me dire qu'on avait un plateau très masculin pour parler vélo. Voilà, c'est une simple remarque, mais c'est vrai qu'on œuvre à essayer d'avoir une mixité à la fois sociale et de genre. Il faudra qu'on progresse dans les webinaires à venir. En tout cas, je suis ravi de pouvoir échanger rapidement sur le sujet du vélo. Peut-être en petite intro, je vais faire très rapide sur Ecodev, mais on sait tous que le vélo est un sujet d'actualité. Ça fait plusieurs mois que l'explosion, on va dire, de la pratique est assez on va dire, constante et ou en tout cas présente sur le territoire. On pourra revenir sur les chiffres, mais globalement, on sait que la tendance est que les employeurs ont une vraie nécessité aujourd'hui d'intégrer l'usage du vélo dans le quotidien. Et on a voulu avoir un angle assez spécifique autour du vélo de fonction, qui est une très bonne alternative pour un certain nombre de collaborateurs. C'est peut-être pas tout le monde demain ne sera peut-être pas en vélo de fonction, bien évidemment, mais on a voulu justement un peu travailler, et on l'avait déjà fait d'ailleurs dans le passé, sur des angles assez complémentaires ou assez on va dire différents pour pouvoir justement intégrer ces sujets dans le monde de l'entreprise, parce qu'on croit beaucoup en la capacité des employeurs d'intégrer le sujet du vélo avec un certain nombre d'angles tous complémentaires pour permettre justement de satisfaire la totalité des collaborateurs. Alors Ecodev, qui sommes-nous, de quoi parlons-nous en quelques mots, ça fait plus de 10 ans qu'on a monté la structure. On a une raison d'être qui est de travailler donc à éveiller ou réveiller les organisations pour stimuler l'engagement et provoquer le changement. Donc, je pense que c'est assez clair, mais nos sujets, c'est les sujets RSE, socio-environnementaux. Comment structurer finalement ces politiques et ces actions dans le cadre des employeurs publics-privés. On peut peut-être passer au suivant. On a différents métiers donc, dédiés au conseil stratégique, voire sur des conseils d'ailleurs, des fois qui sont beaucoup plus volontaires que stratégiques ou tout simplement réglementaires. Mais donc voilà, on va avoir des missions de conseil. On a toute la thématique de la mesure d'impact. Donc mettre en place des indicateurs, par exemple, pour savoir justement, si on prend le sujet du vélo, quelle est la part modale aujourd'hui, quel est le potentiel demain, quelle est la part modale à 1 an, 3 ans, quels sont les impacts des actions mises en place pour inciter les collaborateurs ou favoriser, en déployant des solutions comme on pourra les présenter aujourd'hui. Et puis après, on a tout le déploiement donc, et la conduite de changement, puisque ça ne se décrète pas, je le dis souvent, hein, mais ça ne se décrète pas de faire du vélo, par exemple, ça s'accompagne avec un angle santé, euro, on va dire au pouvoir d'achat, ou tout simplement confort, praticité, temps, enfin voilà, et donc tous les intervenants en parleront bien mieux que moi, mais globalement, on a toutes ces réflexions. On peut passer, et donc on a créé il y a un peu plus d'1 an maintenant l'écosystème mobilité durable, dont l'objectif finalement c'est d'accompagner des employeurs dans ces réflexions avec un certain nombre d'acteurs et de parties prenantes qui vont nous alimenter. Et donc je suis très content parce que je vais laisser la main pour une fois à Émilien qui nous a rejoint il y a maintenant quelques mois pour animer cette communauté. Et donc, Émilien, vas-y, c'est à toi. Oui, très bien, merci Timothée. Donc, l'écosystème mobilité, comme tu l'as dit, ça a été créé par Ecodev en 2019. Donc, c'est un hub de compétences, une véritable plateforme collaborative
qui a pour but en fait de rassembler des acteurs engagés dans la transition vers une mobilité durable. Donc, plusieurs thèmes sont développés au sein de cet écosystème, dont le premier de permettre aux employeurs de s'approprier tout simplement le management de la mobilité. On ne devient pas manager de la mobilité du jour au lendemain, ça s'accompagne. Ensuite, soutenir la sobriété et l'innovation responsable en proposant justement des outils et des solutions durables et respectueuses de l'environnement. Et enfin, de valoriser les solutions innovantes et les acteurs engagés. Et c'est ce qu'on peut faire justement à travers ces webinaires. Et ces différents thèmes développés au sein de cet écosystème ont un objectif commun qui est justement de proposer aux employeurs des alternatives à la voiture individuelle pour les déplacements domicile-travail des salariés. Donc, on a plusieurs objectifs également au sein de cet écosystème. Aider les employeurs à identifier et déployer des solutions concrètes, offrir de la visibilité à ces engagements et à ces actions, étudier et mesurer les impacts positifs, par exemple. Différentes prestations que vous pouvez retrouver sur SiteLive, donc par exemple les rendez-vous de la mobilité avec les webinaires, les séances de pitch, la veille réglementaire, un accès privilégié à des outils, des newsletters. Nous sommes également une véritable hotline. Donc voilà, si les adhérents membres ont des questions relatives à la mobilité, l'écosystème justement pourra y répondre et on pourra justement les accompagner. Et enfin, une bibliothèque en ligne avec différents outils, des boîtes à outils, des guides pratiques ou des fiches actions. L'écosystème, c'est, comme je l'ai dit, un ensemble d'acteurs. Donc, on a des adhérents employeurs qui vont financer l'écosystème et qui vont justement être engagés dans la transition vers une mobilité durable. Donc, on a Arval, L'Oréal, Total, Decathlon qui nous a rejoints en fin d'année 2020. On a différentes startups, solutions qui vont justement apporter des outils, des solutions pour accompagner les employeurs dans leur politique de mobilité durable. Donc, on a Smooth & Go, Teamsport, Big Green, voilà, différentes solutions. Et on a également des parties prenantes, des influenceurs qui vont nous accompagner, qui vont nous aider à répondre à l'ensemble des questions qui sont en lien avec la mobilité durable. Donc, on a la CFDT, Gate 17 et différents acteurs. L'écosystème, c'est une plateforme en ligne qui a été créée également en 2020 qui permet aux employeurs adhérents d'avoir accès à des outils, des retours d'expérience, des solutions. Et voilà, l'annuaire des adhérents, c'est plus de 20 webinaires déjà effectués, des ressources, des fiches pratiques, des livres blancs, des guides, et également une actualité du coup grâce à cet écosystème qui va être riche cette année en 2021 avec la participation au projet Label Employeur Pro Vélo et le lancement de l'Observatoire Forfait Mobilité Durable. Juste quelques mots concernant ces deux gros projets. Donc, Ecodev a participé au lancement du label. Donc, c'est un label qui va permettre de récompenser l'ensemble des employeurs qui vont mettre en place des mesures pro vélo. Pour les employeurs, c'est des opportunités, bien sûr, réduire son empreinte carbone, gain de productivité pour les salariés et une réduction des coûts. Et enfin, voilà, le ministère de la Transition écologique a annoncé que l'objectif était de labelliser plus de 4000 entreprises, ce qui représente plus de 500 000 salariés. Et enfin, l'Observatoire du forfait mobilité durable, un dernier projet également pour cette année 2021 qui a été lancé via ID. Donc, l'objectif, c'est de faire l'état des lieux des initiatives et des évaluations du niveau de connaissance déploiement du forfait mobilité durable pour essayer d'obtenir des données, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, et pour but de justement donner des signaux à la puissance publique pour engager des actions de communication à grande échelle. Donc voilà pour la partie écosystème. Donc si vous avez des questions concernant ce projet, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Et je vais maintenant du coup laisser la parole à nos invités et dans un premier temps du coup à Régis. Ouais, merci Émilie. On va juste réexpliquer les règles du jeu. Donc chacun aura son temps de parole avec des questions un peu spécifiques dédiées
on va dire, ces thématiques privilégiées. Puis après, il y aura des questions un peu… On a collecté un certain nombre de questions-réponses de certains de nos clients parties prenantes sur laquelle on attend de vous que vous puissiez aider à trouver les réponses. Peut-être pour compléter l'introduction sur les actualités, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais il y a aussi tous les sujets des zones à faible émission et des nouvelles réglementations qui arrivent vitesse grand V pour un certain nombre d'agglomérations. Je vais vous envoyer un petit lien sur un article là, qui est sorti il y a quelques jours sur le sujet. Mais ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'au-delà de la volonté de rendre les gens sportifs avec des belles cuisses, il y a une vraie nécessité finalement de travailler sur changer les habitudes des trajets domicile-travail. Et on n'a pas sorti 2 chiffres, mais globalement, vous avez à peu près les 3/4 des Français qui se déplacent en voiture seule pour aller au travail. Et dans cette, on va dire, quantité de personnes, vous avez un tiers à la moitié en fonction des chiffres et des sources qui pourraient pratiquer, en tout cas en termes de distance, des vélos assistance électrique. Donc on est quand même sur des potentiels énormes. Et on a une feuille de route nationale qui a pour ambition de monter par 3 ou 4 les usages du vélo dans les années à venir avec des budgets associés. Donc voilà, donc je réinsiste sur ces chiffres, mais on n'est vraiment pas sur la pratique marginale que chacun peut peut-être imaginer. Mais il y a un vrai sujet aussi associé et réglementaire. Je vais vous envoyer le lien dans les échanges. Donc voilà, maintenant que tout le monde connaît les règles du jeu, on aura des questions-réponses avec tous ceux qui le souhaitent. Et vous pouvez aussi converser dans le chat. On essaye avec Alice, qui est dans l'ombre, mais qui répond à toutes vos questions techniques sur la mobilité. Voilà. Régis, tu as une question sous les yeux. Vas-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous m'entendez là? Ouais, c'est bon. Alors, effectivement, la question, c'est du passage de la location de véhicules d'entreprise à la location de vélos. Il y a un monde entre les deux. Enfin, il y avait un monde qui se réduit de jour en jour. Et donc, pourquoi ce changement de business model? Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que ce n'est pas un phénomène, finalement, qui amène à ces changements, mais plutôt une pluralité de raisons ou d'évolutions qui s'inscrivent dans le sujet de la mobilité en entreprise. Ce que l'on constate, c'est qu'on a une accélération des nouveaux enjeux. C'est ce que tu viens de citer d'ailleurs rapidement, on peut les citer. Il y a les aspects réglementaires. Alors, bien entendu, on est pleinement dans ce que tu citais, c'est-à-dire la restriction ou la limitation d'accès à certains espaces urbains, donc tout ce qui est logique de ZFE qui sont en très fort développement. On a bien entendu les aspects fiscaux. L'exemple type, c'est les mécanismes gouvernementaux qui sont donc en faveur des mobilités alternatives, comme le forfait mobilité durable. Et donc ça vient s'opposer à des systèmes d'alourdissement de la fiscalité sur des matériels émetteurs de CO2. On a les aspects environnementaux, bien entendu. RH également, comme le sujet de la qualité de vie au travail, qui sera abordé dans quelques minutes par Team Sport. Et maintenant, sanitaire. Donc, tous ces enjeux qui invitent les entreprises à repenser leur stratégie de mobilité pour à la fois réduire leur empreinte carbone, mais aussi fidéliser leurs salariés tout en maîtrisant leurs coûts. En parallèle de ces phénomènes et de ces considérations qui proviennent principalement de l'entreprise, il y a aussi également une attente croissante des collaborateurs, donc que ce soit par conviction personnelle ou pour limiter les impacts sur l'environnement ou encore, et d'ailleurs c'est très souvent le cas pour faire face de manière très pragmatique à des contraintes croissantes, notamment de l'utilisation de véhicules à moteur. Les collaborateurs se tournent vers des solutions de mobilité alternatives à l'intérieur desquelles on retrouve l'utilisation du vélo et qui est un moyen redoutablement efficace d'y parvenir et de soutenir ces phénomènes de transition. Donc c'est dans ce contexte qu'on discerne bien un changement de business model. Alors, il y a 2 aspects finalement. Il y a un changement de business model opérationnel qui finalement tend à de plus en plus orienté sur le choix d'un mode de transport en fonction de sa pertinence, de sa performance par rapport à un besoin de mobilité à couvrir. C'est également un changement de modèle économique, avec de nouvelles structures de coûts. Nous, dans notre métier historique, on parle souvent de TCO, donc de coût total de détention quand on parle d'une solution. Et on voit que petit à petit, on se dirige de plus en plus vers une logique de TCM, c'est-à-dire un coût total de mobilité qui va intégrer, lui, un ensemble de moyens dont le vélo est en train de prendre une part relativement importante, voire très importante. Donc, en synthèse, ce que nous pensons chez Arval, c'est qu'il va falloir passer d'un modèle d'offre-produit à un concept finalement de mobilité élargie, dont l'application opérationnelle passera vraisemblablement par une combinaison de solutions qui seront logées au sein d'une application. C'est le principe des MaaS, des Mobility as a Service, qui répondra à ce que j'évoquais, c'est-à-dire la capacité d'utiliser
le moyen de transport le plus pertinent par rapport à un besoin donné. Typiquement, utiliser un vélo pour des besoins sur des distances courtes, encombrées ou encore sur son trajet domicile-travail, et puis utiliser un véhicule thermique ou de préférence électrique qui soit partagé ou non, si un déplacement longue distance ou avec du matériel lourd, volumineux est nécessaire. Alors, c'est vrai qu'il y a une grande diversité d'offres aujourd'hui, de moyens de déployer des actions en faveur des mobilités alternatives en général et du vélo de fonction en particulier. Mais pour mettre en place ces vraies logiques de transition et réaliser de manière effective ces reports de mobilité, il faut se placer dans une vision à moyen voire long terme qui soit structurée, méthodique, adaptative dans le temps pour redimensionner facilement les dispositifs selon qu'ils répondent pleinement ou non aux attentes des entreprises et de leurs collaborateurs. C'est d'ailleurs dans ce sens que nous aurons au niveau du consulting pour accompagner les clients dans la définition des stratégies et des choix. Mais c'est un vrai sujet de transformation aujourd'hui dans nos métiers et plus globalement, comme tu le citais, dans la société en général, que ce soit au niveau des entreprises, donc de manière structurelle, et au niveau des collaborateurs et des particuliers. Merci beaucoup, Régis, pour cette intervention. On va laisser du coup maintenant la parole à Jérôme chez Team Sport. Hop, je vais juste… Non. Voilà, pour la partie qualité de vie au travail et pratique sportive. Jérôme, je te laisse la parole. Ouais, merci beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, comme la plupart des gens l'ont signalé, et notamment Timothée, le vélo a pris une place prépondérante aujourd'hui dans le quotidien des Français, en tout cas dans ceux qui habitent au sein des agglomérations. On cherche clairement une alternative aujourd'hui au transport en commun et à la voiture pour se rendre sur son lieu de travail. On a pu le voir lors des grèves du mois de décembre 2019 et pendant la sortie du confinement. On voyait de plus en plus de vélos se déplacer. Tout ça a été possible par la mise en place par les pouvoirs publics d'énormément d'infrastructures. On a vu le développement des fameuses Corona-pistes à la sortie du confinement. Il y a aujourd'hui plus de 60 km de pistes cyclables qui ont été pérennisées sur Paris. Il y a les fameux RER vélo, donc ces pistes de vélo qui vont répliquer les lignes du RER et la ligne 13 du métro qui est la plus surchargée. On met énormément de moyens pour développer le vélo dans les grandes agglomérations. Je parle de Paris, c'est effectivement là où Team Sport est positionné, mais c'est pareil dans toutes les grandes villes de France. Il y a énormément de choses qui sont faites au niveau des infrastructures, mais également au niveau des vélos. Nous, on a un allié, on pense, chez Team Sport, c'est le Véligo. Ça a beau être financé par la région Île-de-France, il n'y a rien de mieux que des salariés qui sont en Véligo, qui arrivent à la fin de leur contrat et qui cherchent une alternative, qui n'ont pas envie d'acheter leur vélo et qui vont voir leur RH en leur disant moi j'avais un vélo en location, j'aimerais bien avoir la même chose, mais cofinancé par l'entreprise. Et on a entendu parler du vélo de fonction. Et donc, pour nous, le Véligo est clairement un ambassadeur. Chez Team Sport, on le prend de cette manière-là. Et pour nous, c'est un moyen aussi d'améliorer la qualité de vie au travail en mettant des vélos au sein des entreprises. C'est un de nos leitmotifs avec les équipes de Team Sport. C'est vraiment appuyer sur ces points-là lorsqu'une entreprise vient nous contacter. Pourquoi ? Parce que quand on fait du vélo tous les jours pour se rendre sur son lieu de travail, on a beau avoir aujourd'hui beaucoup de vélos à assistance électrique dans notre flotte. Il faut quand même pédaler. On n'appuie pas juste sur un bouton. Ce n'est pas un scooter ou une trottinette. Il faut faire un effort physique. Et donc, on va régulièrement créer un effort, entretenir son corps. Timothée a dit que des gens ont des grosses cuisses. C'est vrai, mais ils ont surtout une bonne condition physique et un bon cœur derrière. Et donc, on pense qu'on va réduire les arrêts maladie au sein des entreprises. En tout cas, il y a une étude qui a été faite en Nouvelle-Zélande, en Australie, à la fin de l'année 2019, qui montre qu'on augmente l'espérance de vie des personnes qui pratiquent régulièrement du vélo au sein des entreprises. Donc voilà, ça a du bon pour un dirigeant d'une entreprise de mettre des salariés sur un vélo, en tout cas pour les conditions physiques. Ensuite, on va diminuer le stress. Quand on prend le métro, moi ça fait une éternité, je suis un peu comme Emmanuel, ça fait 15 ans que je fais du vélo dans Paris, je suis le monsieur vélo de l'équipe. Moi le stress, ça fait longtemps que je l'ai évacué pour me rendre sur mon lieu de travail parce que j'ai plus ce stress du retard de mon métro, des bouchons qui vont engendrer un retard assez conséquent parce que je viens en voiture. Aujourd'hui le vélo, on sait à quelle heure on part, on sait à une minute près à quelle heure on va arriver, tout en respectant le code de la route. J'insiste bien sur ce point-là parce qu'on voit énormément du luberlu en vélo
qui vont griller des feux rouges et pas respecter la signalisation. Il faut faire extrêmement attention à ça. Mais on connaît son temps de trajet et donc on est plutôt zen quand on arrive sur le travail. Cette zénitude, en fait, elle va se transformer en productivité parce que comme on sait à quelle heure on arrive au bureau et à quelle heure on part de chez soi ou vice-versa, on est capable de vraiment se concentrer sur son activité et d'être beaucoup plus performant sur son travail et pas être stressé sur à quelle heure on va partir, est-ce que je vais être en retard au rendez-vous si je prends un taxi, un VTC ou autre. Voilà, on est beaucoup plus zen et donc on va être beaucoup plus productif au sein de son entreprise. En tout cas, les entreprises avec lesquelles on travaille aujourd'hui nous l'ont clairement mentionné. Ça a créé clairement une bonne productivité au sein des entreprises. On va créer aussi une communauté de vélotaffeurs. Donc ça permet vraiment de créer des liens sociaux au sein d'une entreprise. Des gens qui ne se parlaient pas forcément, qui n'avaient pas le même grade hiérarchique, parce que l'avantage du vélo de fonction, ce n'est pas lié à une certaine population au sein de l'entreprise. C'est éligible de la secrétaire à l'ouvrier jusqu'au président de l'entreprise. On a une entreprise, le directeur général et le président de la structure ont pris un vélo de fonction de Teamsport et viennent tous les jours en vélo de fonction et donc montrent l'exemple et sont vraiment engagés. Donc, ça crée une communauté au sein de la société. Donc, ça coupe vraiment, c'est comme ces barrières sociales qui sont pour nous assez intéressantes pour pouvoir échanger et créer des synergies au sein d'une entreprise. Il y a le côté coût, on en a parlé tout à l'heure, parce que pour un salarié, ça va lui coûter moins cher. Alors, les notions d'argent sont toujours importantes, notamment en France. C'est des sujets tabous, mais tout est toujours ramené à l'argent. Et aujourd'hui, en fait, un vélo de fonction va vous coûter moins cher pour un salarié que le cofinancement de son pass Navigo. Le pass Navigo, c'est en France, à Paris, c'est 37,50 €. Et nous, la plupart des offres qu'on propose sur le vélo de fonction, la participation est 30% du salarié, sont inférieures à ces 37,50 €, sauf si on part sur des vélos très, très haut de gamme. Mais donc, en fait, un salarié aujourd'hui, s'il opte pour le vélo de fonction, il n'aura pas à débourser plus d'argent que s'il partait sur le pass Navigo. Et même dans la plupart du temps, il va en dépenser un petit peu moins, avec en plus toute une aura de service. Je pense qu'on fait tous à peu près la même chose, c'est qu'on adjoint des services dans le vélo de fonction qu'on propose. Nous, chez Teamsport, on a axé notre offre sur la sécurité. Donc, tous les vélos sont fournis avec un casque et un cadenas, une assurance pour couvrir le vol et la casse, le rapatriement du salarié en cas de souci avec son vélo, et puis de l'entretien. Tout ça, y compris dans le prix, alors que quand vous achetez votre pass Navigo, vous avez juste votre ticket pour valider et prendre le métro. Enfin, il n'y a pas de service autour, donc c'est quand même assez réjouissant. Et puis, il y a un point aussi assez fort, parce qu'il y a la qualité de vie au travail, mais il faut voir aussi la valeur ajoutée pour l'entreprise. Une entreprise, en gros, elle va appuyer sur sa politique RSE. Et nous, on essaie d'accompagner chez Teamsport les sociétés dans le développement de cette politique RSE sur 2 points. Un, le côté environnemental, parce que des sociétés qui mettent des salariés sur le vélo, elles vont réduire leurs émissions de CO2. Beaucoup de salariés vont ne plus prendre leur voiture, vont ne plus prendre de taxi pour aller au rendez-vous. Ils vont utiliser leur vélo. Et puis, il y a le côté social, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous, à la fin de la location, on incite vivement les entreprises avec lesquelles on travaille à offrir les vélos à des associations caritatives de leur choix, parce qu'au bout de 36 mois, le vélo, il aura vécu, il sera toujours en bon entretien, en bon état d'utilisation. Mais autant repartir sur un vélo neuf dans une société d'usage plus que de propriété. Et donc, il est plutôt intéressant de repartir sur un vélo neuf avec nouvelles technologies. Et ce vélo-là, de l'offrir à une association caritative du choix de l'entreprise, ou voire même la fondation d'une société. On a 2 entreprises chez Teamsport qui ont leur propre fondation. Les vélos iront dans la fondation. Donc, clairement, chez Teamsport, on a axé notre service Team Mobilité sur l'amélioration de la qualité de vie au travail des salariés, sur leur santé également, parce que ça ajoute énormément de vertus de mettre des vélos au sein d'une entreprise. Voilà. Oui, merci beaucoup, Jérôme, pour votre intervention. Je vais laisser du coup la parole à Emmanuel. Je vais vous laisser partager votre écran. Alors, c'est bon, on voit très bien. Peut-être mettre en plein écran, Emmanuel. Et vous m'entendez là ? Oui, très bien. OK. Alors, pourquoi privilégier une approche servicielle et une solution clé en main avec tous les services dont vient de parler
Jérôme entre autres. Alors, tout d'abord, je pense que c'est bien de faire un petit rappel sur l'évolution du vélo au risque d'enfoncer des portes ouvertes. On est passé depuis les dernières années d'une utilisation du vélo en mode loisir à une utilisation du vélo au quotidien et qui dans certains cas, dans la majorité des cas, remplace la deuxième voiture à travers le vélo de fonction. En parallèle, on est passé d'un vélo objet technique, je dirais, relativement simple, un vélo mécanique, à un vélo toujours mécanique, mais auquel on a rajouté une assistance et auquel on rajoute au fur et à mesure plein d'électronique et de la connectivité. Ce qui fait un vélo à assistance électrique qui devient un objet technique complexe. Alors, face à ce vélo assistance électrique complexe, on a des attentes qui sont bien différentes que ce qu'il y avait avant. Et la première des attentes, c'est qu'on veut un vélo fiable. On veut un vélo qui soit disponible, qui soit toujours en super état de marche. Et ces deux éléments font qu'on peut toujours rouler en parfaite sécurité. Alors, pour remplir tous ces points, on met en place une maintenance dite préventive et prédictive. C'est ce qui se fait dans le monde industriel et ce qui se fait dans le monde industriel ou aussi dans le monde de la voiture. On doit le mettre en place sur les flottes de vélos. Alors, cette maintenance préventive et prédictive repose sur 3 piliers. Le premier, c'est un entretien régulier, périodique sur site ou en atelier. Donc, on répare régulièrement, on révise les vélos régulièrement. En parallèle, ces révisions, ces vélos, ils sont suivis à travers un logiciel où on répertorie le type de vélo, le type de composants, le type d'intervention qui ont eu lieu sur les vélos. Et à partir de ces données, on peut faire de la maintenance prédictive. Et ce qui fait qu'on fait en sorte, en gros, de dépanner, de changer la pièce avant qu'elle tombe en rade. C'est de la maintenance prédictive. Et petit à petit, on obtient un vélo super fiable et du coup, les dépannages, les pannes sont très, très rares. Ces deux piliers, ils sont faits par des hommes et des femmes qui doivent être formés. Donc, les techniciens et les techniciennes doivent être formés. Et surtout, on doit fidéliser ce personnel parce qu'on s'aperçoit que ce service d'entretien des vélos devient de plus en plus complexe. Et si on veut assurer un service de qualité sur toute la durée de location des vélos, on se doit de fidéliser les employés. Alors, je viens de dire qu'on met une maintenance préventive prédictive qui fait que les vélos ne tombent quasi jamais en panne, et le mot quasi est important. Malgré tout ce qui a été mis en place, il peut s'avérer que le vélo, il y a une panne fortuite sur le trajet domicile-travail. Et dans ce cas, on doit être capable de, Jérôme l'a rappelé tout à l'heure, d'aller dépanner le vélo dans la rue, ou si on ne peut pas le dépanner dans la rue, au moins le remorquer et le ramener sur un lieu où on le réparera. Donc ça, c'est dans le cas d'une panne. Dans le cas d'une immobilisation du vélo, on doit proposer un vélo de courtoisie. Et puis ça, ce sont les services liés à tout ce qui est entretien du vélo. Et puis d'autres services associés à la pratique du vélo, ça peut être, là j'ai mis la remise en selle, mais il y a bien d'autres services. La remise en selle, c'est une formation qui permet aux gens qui hésitent encore à mettre le pied à l'étrier, à faire du vélo en milieu urbain. Donc, cette formation permet d'appréhender la pratique du vélo en milieu urbain. Et à travers ça, ça permet aux employés d'utiliser un vélo de fonction. Donc, on voit bien que tous ces services associés au vélo, a priori, un vélo, ça paraît relativement simple, mais avec ces nouveaux vélos assistance électrique et le nouveau mode d'utilisation, ça fait une palette de services. Et là, on s'aperçoit que un service clé en main qui comprend l'ensemble de ces services est tout à fait approprié. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vais vous demander juste de départager. Ah oui, pardon. Hop, je reprends la main.
Et du coup, je vais laisser la parole à Arthur. Arthur, vous avez sûrement votre micro coupé. J'en profite puisque du coup, je suis là pour combler les trous. Ouais. Ah, c'est bon. Mais alors, en tout cas, Pardon, au il avait passage, il y a un super article qui est passé dans Les Échos hier sur le sujet du vélo de fonction, en tout cas du vélo quotidien. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais avec toute une réflexion liée à l'urbanisme. Donc, les urbanistes allemands en particulier sont en train de mettre en place des formations et intègrent dans le quotidien de la construction, en tout cas l'aménagement des territoires, le sujet du vélo au cœur de leur réflexion, et ils s'inspirent aussi d'une pratique française liée aux derniers aménagements. Donc pour une fois, on peut dire que les Allemands, a priori, s'inspirent un peu de nos expérimentations de pistes provisoires, puisqu'il y en a tellement eu qu'elles ont le mérite d'être suffisamment exhaustives. Voilà. Je sais qu'Alice, les urbanistes sont aussi formés, mais voilà. Donc c'est bon pour Arthur? Ouais, on est bon. Pardon. Hein. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Très, très bien. Ok, nickel. Écoutez, moi, je vais vous parler de l'accessibilité prix, parce qu'on a parlé des bienfaits du vélo et du vélo de fonction pour les salariés. Maintenant, nous, notre approche, c'est de se dire qu'il faut que ce soit accessible en prix et pour l'entreprise et pour le salarié. Donc, juste en 2 mots, le postulat de départ que nous, on avait fait, le premier, c'était de se dire qu'aujourd'hui, en France, le véhicule de fonction était trusté par la voiture. Donc, c'est un moyen de locomotion qui, pour nous, était inadapté à la fois d'un point de vue écologique, inadapté d'un point de vue praticité et inadapté d'un point de vue prix, parce que ça coûte cher et pour l'employeur et pour le salarié. Mais à côté de ça, on a encore un système où aujourd'hui, le vélo électrique reste onéreux. Donc, à l'achat, ça reste un achat important à la fois pour le grand public et pour l'entreprise. Tout le monde n'est pas forcément en possibilité de mettre 1 800 € pour s'acheter un vélo électrique. Ça va parfois bien au-delà de 1 800 €, bien sûr. Donc le constat qu'on a fait, c'est que nous, il fallait construire une offre qui soit accessible à tous. Donc clé en main, qui inclut tous les services dont on a parlé précédemment, mais qui soit accessible en prix. Pour ça, la solution pour nous, c'est la location de longue durée. Donc le mode que l'on privilégie et que l'on propose à nos clients aujourd'hui, c'est de location sur 36 mois. Il y a la possibilité de faire moins, de faire 24 mois ou de faire même 48 mois, mais aujourd'hui, le modèle de location sur 3 ans nous paraît le plus adapté parce que c'est celui qui permet de proposer des loyers les plus compétitifs possibles, au moins le mois pour le salarié et pour l'entreprise. Et on offre une option d'achat tout au long du contrat aux salariés sur le vélo pour donner de la flexibilité à l'entreprise si jamais le salarié est amené à quitter l'entreprise, pour qu'il puisse repartir avec son vélo avec un tarif préférentiel. Ça donne accès à plusieurs types de vélos. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que chacun des salariés trouve le vélo qui lui convient. Donc des vélos pliants, des vélos urbains plus classiques, des vélos connectés ou des vélos cargo comme on commence à les voir un peu dans les villes se développer. Et en termes de prix, ça démarre à partir de 45 € hors taxe pour le vélo pliant. Mais l'idée, c'est d'être très compétitif par rapport à l'abonnement de transport en commun existant, pour que l'entreprise et le salarié ne dépensent pas plus que ce qu'ils dépensaient déjà pour se rendre au travail. Donc, si on prend l'exemple de la région parisienne, on donnait tout à l'heure, un pass Navigo aujourd'hui, ça coûte 75 € par mois. Si on a une répartition des coûts 50-50, le salarié va payer autant que ce qu'il payait avant pour le pass Navigo, et pareil pour l'entreprise. Et ça peut parfois même être un peu moins pour le salarié. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il faut que ce soit accessible à toutes les entreprises et tous les salariés. Derrière ça, on a plusieurs aides d'État qui ont été mises en place pour inciter les employeurs à faire passer leurs salariés au vélo. À la fois, déjà sur la partie location, vous avez une déduction de 25% de votre loyer sur l'impôt sur les sociétés. En quelques mots, sur un vélo qui coûte donc 100 €, si l'entreprise prend à sa charge 70% du loyer, donc 70 €, elle ne paiera en réalité à la fin d'année que 52,50 € parce que 25% des 70 € pourra être déductible de votre impôt sur les sociétés.
Il y a 2 critères à ça. C'est effectivement que ce soit une location sur 36 mois minimum et que l'entreprise prenne à minima 70% du loyer à sa charge. Donc ça, c'est vraiment un point incitatif pour les entreprises pour proposer ça à leurs salariés. Ça, c'est pour la partie location. Et pour la partie achat, on en a parlé tout à l'heure, il y a la mise en place du FMD, donc du forfait mobilité durable, qui prévoit notamment la possibilité d'aider à l'achat d'un vélo, notamment, à hauteur de 500 € par an. Et c'est une aide qui aujourd'hui est totalement exonérée de charges sociales. Donc c'est là aussi quelque chose, une aide que vous pouvez octroyer à vos salariés pour les inciter à passer à une mobilité douce, en faisant en sorte pour vous que ce soit exonéré de charges, donc forcément moins compliqué d'un point de vue financier qu'une augmentation de salaire. Voilà, donc en résumé, l'idée c'est de proposer, on l'a dit tout à l'heure, un service le plus complet possible pour que ce soit le plus incitatif possible pour le salarié et le plus facile à mettre en place pour l'entreprise, mais que ça reste très accessible en prix. Et au-delà de ça, il y a des aides d'État qui sont mises en place, donc tout est fait pour faire passer les salariés à vélo. Merci beaucoup, Arthur. On va juste, voilà, je vais prendre mon écran. En parallèle, du coup, je pense qu'il y a un point à préciser quand même sur les sujets du vélo de manière générale. C'est vrai qu'on est souvent en opposition, je l'ai vu dans les questions, puis on en parle, vélo de fonction ou vélo versus transport en commun. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas à opposer parce que du coup, on a aujourd'hui des moyens d'être dans un usage complémentaire. Et puis, il faut voir qu'en termes de coût, parce que c'est souvent la remarque qui revient associée au forfait mobilité durable, si on compare effectivement les 10 plus grandes agglomérations et les prix des passes transport, on est sur des montants, avec le seuil réévalué à 500 €, on est sur des montants à peu près équivalents ou très peu avantageux si on prend cet angle-là. Mais ça, c'est le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est qu'on peut avoir une alternative aujourd'hui et une complémentarité d'usage qui est quand même assez intéressante parce que ça va au-delà du vélo et des transports. Et si on fait les comparaisons face aux voitures de fonction ou à l'usage de la voiture personnelle, encore une fois, qui est quand même le nerf de la guerre, les gains sont énormes. Donc voilà, donc je pense que c'est un point à voir. Et puis, il y a aussi une autre remarque, c'est que là, on a un discours pour certains interlocuteurs qui sont très parisiens, ce qui est assez logique parce qu'il y a un gros vivier et c'est un gros marché. Hein. Mais je pense qu'on pourrait même étendre le sujet à l'Île-de-France, à la région, plus que Paris, et également à un certain nombre de grandes agglomérations, voire les zones rurales, puisque nous... voilà, on travaille sur des sujets à l'échelle nationale et on voit que les chiffres sont un peu moindres, on va dire, dans certaines agglomérations, mais on est sur les mêmes ordres de grandeur, donc n'oublions pas la province de manière générale, sinon on va se faire accuser de parisianisme basique. Je crois que, vas-y, mais Emilien, maintenant c'est bon. Peut-être l'idée, peut-être, je ne veux pas trop intervenir, mais il reste théoriquement 14 minutes, mais on prolonge souvent jusqu'à 10h15, donc en fait, on peut aller un peu plus loin. On essaye de faire des questions-réponses de manière assez efficace. Celui qui est le plus à l'aise prend la parole, et puis les autres peuvent compléter, si ça vous va. Exactement, oui. Top. On fait comme ça. Du coup, une première question qu'on a récoltée de nos salariés, est-ce qu'un salarié peut choisir aujourd'hui son vélo? En d'autres termes, est-ce que vous proposez de personnaliser du coup votre offre pour répondre à l'ensemble de la demande? Alors peut-être, Jérôme, je te laisse. Ouais, non, nous, on personnalise l'offre. C'est clairement une volonté. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On fait du sur-mesure chez Teamsport. C'est vrai qu'il n'y a pas un salarié, enfin une entreprise qui a la même offre de vélo en fait, qui est disponible sur la table. On répond à plusieurs critères quand on va définir l'offre de vélo pour une entreprise. C'est quelles sont les typologies de vélos que veulent les salariés. Donc, on fait passer un questionnaire pour savoir s'ils veulent plus des vélos pliants, des vélos de ville à assistance électrique, des vélos gravel. Enfin, voilà, vraiment savoir exactement quels sont leurs besoins, quel est le coût aussi que le salarié est prêt à engager tous les mois. Il y a cette notion de budget. Et le dernier point, c'est quel est le coût aussi de l'entreprise. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises, elles aussi, ne veulent pas dépasser le prix du remboursement du pass Navigo, donc ces fameux 37,50 €. Donc, il faut jongler sur ces 3 variables-là pour créer en fait un catalogue qui est dédié à l'entreprise. Et généralement, en fait, une entreprise, c'est un retour d'expérience que je vais vous donner, pour des raisons de logistique, de gestion de flotte, de cas de départ de salariés qui ne voudraient pas lever l'option d'achat en cours de vie, il faut être capable de pouvoir repositionner le vélo au sein de l'entreprise. Et donc, bilan des courses, en fait, l'offre, elle va se limiter par les RH sur entre 3 et 5 vélos disponibles pour les salariés pour une meilleure gestion. Donc, en fait, ils peuvent choisir leur vélo,
mais elle va être limitée pour des raisons budgétaires, essentiellement par les entreprises. Et après, on propose toute typologie de vélo. Nous, on travaille directement avec les marques de vélo. On a des relations avec des marques majoritairement françaises. Et après, une de nos marques propose pour certaines entreprises, on peut aller encore plus loin sur le côté sur mesure, c'est de vraiment directement floquer les vélos aux couleurs de l'entreprise. Donc, ouais, on peut aller très, très loin dans la personnalisation du vélo. Donc, on pourrait imaginer Ecodev rouler avec des vélos de fonction à leur couleur dans les rues parisiennes, de province et les zones rurales. Merci, merci Jérôme. Ouais, juste un petit point. Plus on limite le nombre de vélos, plus c'est facile pour l'entretien. Si une entreprise a 10 000 sortes de vélos, du coup, l'entretien sera un peu plus complexe. Risque d'être plus onéreux. Je vais juste rajouter ce petit point. Merci Emmanuel. On va passer du coup à la prochaine question, plutôt pour vous, Régis. Alors voilà, est-ce qu'un salarié aujourd'hui, il peut alterner une voiture de fonction et un vélo de fonction? Alors, complètement. Aujourd'hui, ça fait partie des nouveaux schémas qu'on est en train de voir apparaître, hein. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec la question précédente, en fait, il faut savoir à qui on veut adresser le vélo. Donc, plus effectivement, on va être dans des logiques de pool adressées à la majorité des collaborateurs, plus on sera sur une offre relativement limitée et concentrée, plus on va basculer sur des vélos de fonction qui s'intègrent vraiment dans un package d'offres de l'entreprise, et plus il va falloir être en capacité de personnaliser ce vélo. Et c'est toute l'idée. C'est aujourd'hui, finalement, il y a 3 temps dans l'entreprise. Il y a les packages de rémunération, donc tout ce qui est logique de voiture, vélo ou autre de fonction, les moyens mis à disposition pour les besoins de mobilité ponctuels, et puis tout ce qui est action en faveur de la transition sur des mobilités douces pour les trajets domicile-travail, mais qui sont plutôt du ressort de la sphère personnelle du collaborateur. Donc là, l'entreprise est incitative. Sur les 2 pans sur lesquels l'entreprise a des leviers, donc toute la partie fonction ou mise à disposition de moyens pour des déplacements courts, bien entendu, la logique de package qui va agglomérer plusieurs types de solutions est en train d'émerger, parce que c'est ça qui va faire le véritable intérêt, le véritable bénéfice pour un collaborateur de pouvoir passer d'une solution à l'autre. Ce que je disais tout à l'heure, c'est privilégier finalement l'efficacité. On a effectivement tous ces bienfaits en provenance du vélo, ce que vous avez largement évoqué, mais je trouve qu'on ne revient pas assez sur le côté performance finalement du vélo. Et c'est ça aujourd'hui que les collaborateurs sont en train de chercher à travers ces packages de solutions. Et donc, bien entendu, pour répondre à la question très clairement, l'idée, c'est de plus en plus d'aller sur des packages où le véhicule sera peut-être un peu moins gros, un peu moins volumineux que ce qu'avait le collaborateur en amont, mais ça sera complété d'un vélo qui répondra à ses besoins, s'il est plutôt VTT le week-end ou vélo de course ou vélo pour se rendre sur ses trajets au quotidien, et voir demain d'ailleurs d'autres choses. Donc la réponse est oui, ça commence à émerger sur le marché des entreprises. Merci Régis. Aujourd'hui, qui c'est qui prend en charge les accidents, les crevaisons, en cas de vol? Que se passe-t-il justement dans ces différents cas? Arthur, est-ce que tu peux intervenir? Oui, tout à fait. Écoutez, nous, dans notre service, on a une assurance contre le vol et la casse, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un parti pris fort qu'on a voulu avoir, c'est qu'on veut assurer les vélos même la nuit. On incite fortement, lors de la remise des vélos, les collaborateurs qu'ils peuvent à garer leur vélo dans une cour d'immeuble ou dans un local vélo. Mais s'ils ne le peuvent pas, il n'y a pas de souci. La seule chose qu'on demande, c'est d'attacher le vélo à un point fixe avec un antivol en U, mais antivol qu'on fournit dans le service. Et donc concrètement, en cas de casse, le salarié va déclarer sa casse sur une plateforme en ligne, où on va derrière procéder à la réparation du vélo via notre réseau de réparateurs. Et si le vélo est inutilisable, il est remplacé directement. Très bien, je ne sais pas si vous voulez intervenir les autres sur cette question. Mais il y a un point aussi, c'est le souci sporadique, c'est-à-dire une crevaison, un problème de câble qui ne rentre pas dans le cadre de l'assurance, parce que les assurances ne prennent pas forcément tout en charge pour des raisons de montant.
Et donc, une crevaison ne va pas forcément être prise en charge par l'assurance. Donc là, la crevaison, il y a un réseau de réparateurs. Je pense qu'on a tous ce réseau-là à disposition qui va intervenir. Et là, il y a une question effectivement de coût. Je pense que la question est à ce niveau-là, c'est qui prend le coût de la réparation d'une crevaison. Et là, c'est vraiment au choix des entreprises. C'est soit l'entreprise va payer le full service en proposant la réparation même sporadique, soit c'est le collaborateur qui va payer sa réparation de crevaison. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et puis après, effectivement, il y a l'assistance rapatriement qui joue. Hein. Vous travaillez dans le 8e arrondissement et vous habitez l'autre côté de Paris, dans l'Est parisien, et vous crevez au niveau du Louvre. Vous n'avez pas poussé votre vélo pendant plusieurs kilomètres. Vous allez faire appel à une assistance rapatriement que nous, on propose chez Teamsport, qui va rapatrier sans frais le collaborateur et le vélo au lieu de son choix. Donc, mais tout ça, en fait, fait partie vraiment d'une offre sur mesure qu'on va proposer aux salariés et à l'entreprise. Merci, Jérôme. Peut-être en complément, rappeler aussi qu'on a pas mal d'entreprises qui créent un espace à l'intérieur, généralement du parking, mais avec quelques éléments mis à disposition et qui permettent de répondre à notamment une crevaison, de réparation de crevaison simple par le collaborateur lui-même. C'est souvent des investissements assez minimes, hein, au regard du budget de fonctionnement d'une entreprise, et qui permettent aussi de rassurer les collaborateurs, parce qu'effectivement, des fois, on crève en cours de route, mais souvent, on s'en aperçoit quand on va repartir ou peu de temps après être arrivé. Et donc, ça rassure également et ça permet de démocratiser l'usage du vélo en entreprise, en complément, bien sûr, des solutions ad hoc qu'on vient d'évoquer. On a également eu la question de la… Je m'étais dit. Ouais, juste un petit mot. Oui. Pardon, juste un petit mot pour les crevaisons. C'est ce qu'on dit à tous les clients. D'une manière générale, si on prend des pneus dits increvables, je ne vais pas donner la marque, mais des pneus increvables et qu'on gonfle régulièrement les pneus, le risque de crevaison, maintenant, avec la qualité des pneus, il devient assez faible. Rapidement, aujourd'hui, la différence entre un vélo de fonction et un vélo de location longue durée, si vous peut me répondre. Ouais, je vais prendre le point, Régis, mais en clair, la location longue durée, c'est un mode de financement. Donc, ce n'est pas propre au vélo, hein, ça s'applique à plein d'autres biens et services, enfin, biens notamment. La différence, c'est vraiment sur la logique de vélo de fonction, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il peut être donc financé, acheté, loué, plein de choses différentes. La question, c'est vraiment qu'est-ce qu'on met derrière vélo de fonction? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui pris dans un package RH? Ou est-ce qu'au contraire, on est sur des offres favorables aux collaborateurs pour améliorer et pour augmenter l'usage du vélo? Donc la différence, elle est surtout là entre un vélo de fonction pris en charge dans un package ou des mesures incitatives pour que les collaborateurs aillent d'eux-mêmes, soit pour des questions d'amélioration économique ou pour des questions de facilité d'utilisation, qu'ils aillent plus faire le vélo, notamment pour tous les déplacements qui dépendent de ce que je disais tout à l'heure, de la sphère un peu personnelle, donc le trajet domicile-travail est bien entendu en priorité. Je me permets d'intervenir. On essaye de faire très vite sur les questions qui restent, parce qu'il y a beaucoup de questions-réponses dans le chat, et je veux qu'on les traite quand même. Ouais, une dernière question. En tant qu'employeur, si moi je propose des vélos de fonction, est-ce que je suis obligé de créer des stationnements justement dédiés aux vélos? C'est mieux, ouais. Si on peut, c'est le gros problème après dans les grandes agglomérations, c'est que souvent, les immeubles de bureaux ne sont pas forcément équipés. Il faut travailler sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, comme l'a bien dit Arthur, s'il n'y a pas d'endroit pour stationner le vélo, même dans les bureaux, on peut le garer à l'extérieur parce que l'assurance permet justement de couvrir le vélo en cas de vol, même la journée. Après, effectivement, on sensibilise vraiment les entreprises à créer quand même des solutions de parking. Et il y a beaucoup de solutions ingénieuses qui existent aujourd'hui pour créer des places de parking dans des espaces assez réduits, dans des halls d'immeubles, etc. Voilà, et il faut bien réfléchir. Nous, on a créé un partenariat avec une entreprise vraiment pour travailler sur ce sujet-là d'aménagement d'espace pour créer des emplacements de parking. C'est ce que j'allais dire. Effectivement, nous, on a une partie conseil qui, du coup, a de plus en plus ces questions d'optimisation du stationnement vélo. Et donc, il y a la capacité de transformer, ça a été mis dans les remarques, des places de parking voitures pour le vélo. Et donc, du coup, on arrive quand même
à répondre à ces pics. En parallèle, il y a le sujet du label vélo avec des financements, comme on l'a dit précédemment, qui va faire des appels à candidature pour que des employeurs se fassent financer les abris. Donc, on a aussi l'opportunité d'en mettre là, dans les mois à venir, financés par l'État. Et il y a le sujet, donc, du coup, associé parce que je le vois aussi, je vais traiter le sujet rapidement, le vol. On pourra vous transmettre, il y a un graphique. Donc, le vol, effectivement, c'est un sujet. Hein, vous avez des milliers de vélos volés par semaine. Après, quand on regarde par rapport aux usages et aux profils, si vous avez plus de 10 ans de pratique du vélo, vous n'avez quasiment aucune chance de vous faire voler votre vélo. En fait, il y a aussi toute une éducation autour de la sécurisation du vélo. On n'est pas très bon en France, mais quand vous regardez les graphiques, les gens qui se font voler leur vélo, généralement, c'est des profils qui ont moins de 3 ans d'usage et qui, malheureusement, ont peut-être pas tous les codes pour s'assurer de ne pas se faire voler le vélo. J'aimerais dire qu'on n'a pas besoin de sécuriser à fond son vélo pour pas se faire voler, mais voilà, ce que ça veut dire, c'est que tous les gens qui utilisent régulièrement leur vélo et qui le sécurisent bien, ils ne se posent plus trop le problème de savoir si il dort, on va dire, voilà, alors ça dépend des endroits et la nuit effectivement peut être critique, mais pour la journée et pour les trajets quotidiens, c'est rarement un sujet en tout cas qu'on vit. Enfin, ça cristallise beaucoup d'énergie par rapport au réel chiffre sur les trajets quotidiens. On va passer du coup maintenant aux questions des participants. Thomas, je vais te laisser la parole. Merci à tous les quatre d'avoir répondu en tout cas aux questions clients Ecodev. Merci Emilien. Je profite parce qu'il y en a beaucoup. Mais quel dispositif pour financement d'abri à vélo? Donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est le label Pro Vélo, l'employeur Pro Vélo qui va du coup travailler sur le sujet. Alors on va les prendre dans l'ordre, mais il y avait une question. Thomas, si tu veux intervenir, n'hésite pas à m'aider. Mais il y avait le sujet du vélo de fonction et du fonctionnement du vélo de fonction avec le FMD, donc forfait mobilité durable. Comment ça fonctionne ou pas? Comment ça s'articule ou pas? Ça ne s'articule pas. Non, pour l'instant, c'est pas à nos yeux, hein, chez Kinsor, pour nous, c'est pas compatible. C'est-à-dire, une entreprise, elle part sur l'un ou l'autre. Voilà. C'est soit le FMD, soit le vélo de fonction. Aujourd'hui, il n'y a pas de passerelle entre les deux. Alors, nous, on est en relation avec le ministère de la Transition écologique et ils travaillent aujourd'hui justement sur la création d'une passerelle entre les deux, ce qui serait quand même une bonne chose parce qu'effectivement, des entreprises avec des milliers de salariés un peu partout en France vont plutôt opter pour le FMD, alors que c'est beaucoup moins engageant et que le vélo de fonction engagerait plus ces entreprises sur le développement du vélo. C'est un peu, nous, à nos yeux, le FMD, c'est un peu un fourre-tout. Hein. On retrouve tout et n'importe quoi, et pas que du vélo, en fait. Donc, on peut avoir de l'autopartage, du free floating, alors qu'une entreprise qui veut vraiment axer son développement sur le vélo, si on pourrait adjoindre le forfait de mobilité durable avec le vélo de fonction, c'est tout gagnant. Si je peux juste abonder sur ce que dit Jérôme, il y a de fortes chances que le FMD intègre demain la location longue durée de vélos ou même de scooters électriques, parce qu'effectivement, ils veulent certainement agréger l'ensemble des moyens de mobilité douce autour du FMD. Donc effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas compatible, Jérôme a raison, mais il y a de fortes chances que dans l'année 2021 qui vient, ce soit probablement inscrit dans un texte de loi pour que ce soit compatible. Il y avait la question autour du sujet, on va dire, fiscal URSSAF et des IKV. Alors, je vais essayer de retrouver la question précisément, mais l'idée, c'était de savoir comment se comportent, on va dire, les risques URSSAF, je pense, en tout cas l'URSSAF et les risques associés avec le sujet des IKV ou du vélo de fonction. Voilà. Est-il prévu de faire évoluer la législation pour que l'URSSAF établisse un barème de remboursement des IKV pour tous les salariés qui font leur déplacement pro avec leur vélo perso? Question technique, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Et pour moi, il n'y a plus d'indemnité kilométrique depuis cette année avec le forfait de mobilité durable. Hein. C'est vrai, les IKV sont passés sous l'intitulé forfait mobilité durable. Ouais. Bah, pour répondre ou compléter, effectivement, aujourd'hui, l'URSSAF a officialisé quand même qu'une déclaration sur l'honneur sur l'usage du vélo, en tout cas dans le cadre du forfait mobilité durable, était tout à fait recevable. Donc, c'est un sujet avec un risque assez faible. Il y a beaucoup d'employeurs qui évaluent effectivement le risque. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question. Il y a eu un point sur les infrastructures. Alors, ce n'était pas tout à fait une question, mais c'était plus, on nous pose le sujet d'inciter au vélo avec des infrastructures pas adaptées. Enfin, est-ce que ça vous amène des remarques sur le sujet des infrastructures et de l'accidentologie associée ou
Moi, mon point là-dessus, c'est de se dire qu'il faut que ce soit un travail commun. Le pouvoir public, ils sont en train de mettre en place énormément de choses pour adapter la pratique du vélo en ville. Il y a énormément de villes où c'était déjà le cas, énormément de villes là où ça accélère beaucoup. Strasbourg, Lille, Lyon, Paris, Bordeaux, voilà, beaucoup d'autres. Donc, pour moi, ça va être un travail conjoint entre la partie privée et la partie publique. Nous, la partie privée, devons faire en sorte de donner les moyens aux entreprises d'équiper leurs salariés de vélos et la partie publique va se charger de la partie infrastructure. Donc, c'est sûr que ça pourrait aller plus vite. C'est sûr qu'on est en retard par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place pour faire en sorte de baisser l'accidentologie. Et de toute façon, l'accidentologie est aujourd'hui plus faible que ce qu'on pense par rapport à un piéton ou une voiture. Et va avoir tendance à baisser massivement si demain le vélo se démocratise. En gros, plus il y aura de vélos, moins il y aura d'accidents sur les routes. Sur ce point, je voudrais ajouter aussi que l'entreprise a sa capacité d'accompagnement. Aujourd'hui, il faut là aussi dissocier un peu les plans d'action. C'est-à-dire que généralement, sur les gens qui ont l'habitude d'utiliser le vélo, le risque est beaucoup plus faible. Ce qu'on voit, c'est qu'avec l'accroissement de l'utilisation du vélo, on a beaucoup de gens qui se remettent à cette pratique. Et eux, une logique d'accompagnement avec, tout à l'heure, ça a été évoqué, je ne sais plus par quel intervenant, mais des logiques d'aide à la remise en selle, de formation, de remise à niveau. Ça, c'est des choses qui doivent être intégrées dans ce que l'entreprise finalement déploie dans son plan d'action pour supporter le vélo et ce qui permet de réduire le risque. En tout cas, nous, c'est un peu l'approche qu'on prend, c'est-à-dire d'avoir effectivement le vélo, c'est le point central, c'est le produit, mais tout l'environnement est vraiment pas à négliger si on veut justement limiter ces logiques de risque et d'éléments finalement contre-productifs au développement du vélo. Ok. On va. Vas-y, Emmanuel. Juste un petit point, j'ai l'habitude de dire aux clients, quand une entreprise donne une voiture à son collaborateur, bien évidemment, le collaborateur a son permis, c'est la même chose pour le vélo. Ce n'est pas forcément inné de faire du vélo dans un milieu urbain, donc c'est à l'entreprise aussi d'accompagner le collaborateur à pratiquer le vélo dans un milieu qui peut être hostile, de moins en moins hostile, mais qui reste hostile pour… Oui, puis l'hostilité est extrêmement variable en fonction des profils. Mais effectivement, c'est une remarque intéressante. On fait souvent cette remarque en disant, mais est-ce que vous imaginez laisser une voiture de fonction avec des pneus sous-gonflés, sans que les gens mettent leur ceinture, sans permis ou avec un taux d'alcoolémie au-dessus de la moyenne? Enfin voilà, donc c'est exactement le même type de réflexe. Est-ce qu'il est possible, dans une même politique de mobilité d'une entreprise, d'avoir des vélos de fonction et un système FMD, donc forfait mobilité durable pour les salariés non éligibles au vélo de fonction? La réponse est oui. À moins que quelqu'un veuille compléter, on peut passer à la suivante. Il faut aussi penser aux infrastructures. Alors, c'est plus une remarque a priori, mais il faut aussi penser aux infrastructures de l'entreprise, vestiaires, sanitaires. Alors, on a parlé des parquages de vélos, donc je n'en reparle pas. Mais voilà, est-ce que pour vous, avoir des vestiaires et des sanitaires, c'est absolument, enfin sanitaires probablement, mais des vestiaires, est-ce que c'est un point important sur ce sujet du vélo au quotidien? Alors, juste les vestiaires, tout dépend de la pratique du vélo. Si c'est un vélo mécanique, oui, faudra un vestiaire parce que la personne aura transpiré. Si on utilise des vélos à assistance électrique, l'avantage du vélo à assistance électrique, c'est qu'on ne transpire pas. Donc, on voit beaucoup de vestiaires souvent de mon expérience, dans les grosses boîtes il y a une demande de vestiaire et finalement, ils sont très peu utilisés. Donc, je dirais que c'est préférable, mais ce n'est pas forcément obligatoire, à mon sens. D'autres remarques? Et j'abonde effectivement sur le sujet en tout cas de la douche, par exemple. Ça cristallise beaucoup d'échanges lors des réflexions de plans de mobilité, par exemple, et de co-construction. Et dans les faits, on voit bien que ce n'est pas ce qui fait augmenter l'usage des cyclistes, mais plutôt des joggers le midi. En l'absence d'AEN dans le cadre de la LLD, vélo est-elle pérenne? Alors là, c'est difficile de se positionner sur cette question. Tu peux, Régis, peut-être préciser ce que c'est l'absence d'AEN dans le cadre des LLD, enfin les trigrammes, là, pour que tout le monde comprenne? Oui, complètement. Donc l'AEN, c'est l'avantage en nature. Donc le sujet global de l'avantage en nature, c'est qu'à partir du moment où un collaborateur
utilise un bien ou un service à des fins personnelles et qui est financé par l'entreprise, eh bien, il doit s'acquitter d'une quote-part pour justement couvrir cette logique d'usage personnel. C'est vrai que pour l'instant, le vélo en est exonéré parce que ça fait partie des éléments sur lesquels le gouvernement a souhaité, pour l'instant, ne pas prendre position de manière à inciter et à pousser l'usage du vélo. Nous, ce qu'on pense et ce qu'on conseille à nos clients dans la mise en place de ces solutions de vélo, c'est quand même aujourd'hui d'instaurer une logique de participation. Les 70-30 qu'on évoquait tout à l'heure, déjà, ça permet d'aller aussi récupérer des incitations fiscales, donc ça permet d'amortir le coût du vélo. Mais surtout, au-delà de ça, le sujet est d'anticiper la prochaine phase. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de faire du vélo pendant la crise sanitaire, mais bel et bien de faire en sorte que cet usage soit pérennisé de manière un peu structurelle dans l'entreprise. Et donc, le sujet de la fiscalité et des avantages en nature, on sait qu'il peut être mobile, on sait qu'à terme, si ça devient un usage courant, ce sujet reviendra sur le devant de la scène et il y aura forcément une quote-part pour l'usage des fonds de l'entreprise. Et donc, ce qu'on préconise, c'est à minima d'instaurer une logique de participation. Ensuite, bien entendu, l'entreprise a la capacité de régler ce niveau de participation de manière plus ou moins forte, mais c'est de l'instaurer dès le début parce que ça crée on va dire une structure saine pour les deux parties, pour l'entreprise dans sa façon de fonctionner qui donne de la visibilité sur le temps, pour le collaborateur aussi, il y a une logique de sensibilisation, de responsabilisation autour des moyens qui sont mis à disposition par l'entreprise. Et donc aujourd'hui, le conseil serait plutôt là, même si effectivement, il n'y a pas encore d'obligation légale. Merci. On a une dernière, on va essayer de clôturer, mais il y a encore des questions. L'aide à l'achat peut-elle s'appliquer aux collectivités FMD de 500 € par an? Très bien. Alors, il y a un décret, d'ailleurs, Emilien nous concocte un petit document là qu'on va diffuser sur le sujet des décrets des FMD, mais effectivement, le FMD peut aider ou on va dire participer à l'acquisition du vélo, tout simplement parce que si on achète un vélo, on le paye et puis l'employeur peut très bien valoriser l'usage au quotidien après, soit avec une somme donnée d'un coup, soit mensualisée. Mais après, effectivement, comme c'est une déclaration sur l'honneur, il suffit effectivement, c'est une répartition des flux financiers. Donc, normalement, c'est pour l'usage, mais il peut passer pour l'acquisition. J'aurais une dernière question, Timothée. Vas-y, non, mais bien évidemment. Ouais. Comment aujourd'hui vous gérez justement la disponibilité qui est tendue des vélos des fabricants? C'est en nouant des bonnes relations déjà avec nos fabricants de vélos. Je pense que toutes les personnes qui sont dans ce webinaire, en tout cas les intervenants, d'essayer d'avoir un modèle 100% intégré, pas de passer par des magasins qui aujourd'hui, eux, sont submergés de demandes comme nous, on peut l'être. Mais nous, on a créé chez Teamsor, on a créé notre propre stock de vélos. On a un peu retourné le modèle initial qui était de faire des commandes de vélos à la commande des entreprises. On a vraiment sécurisé du stock tout au long de l'année pour répondre à la demande à venir on espère, de nombreux nouveaux clients. Donc, on a pas mal de vélos disponibles. Après, c'est une des raisons pour lesquelles aussi on oriente des entreprises vers des types de vélos. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, une entreprise, dans sa globalité, sélectionne toujours les mêmes typologies de vélos. On a beau faire des dizaines et des dizaines de questionnaires, c'est à chaque fois la même typologie de vélo qui revient dans les entreprises, le même budget. Donc, l'entonnoir en fait, de sélection revient généralement toujours sur les mêmes vélos. Donc, il est assez prédictible de se positionner sur des vélos et de les réserver. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'avoir toute typologie de vélo aujourd'hui. Le marché est complètement saturé. Quand on sort de notre univers de vélo, ce qu'on dit à nos clients, c'est que la livraison qui peut se faire en 15 jours aujourd'hui, si vous prenez un vélo qui n'est pas dans notre liste, vous pourrez l'avoir, mais il faut être patient, c'est 4-6 mois d'attente pour avoir le vélo. C'est une question d'éducation des entreprises et des collaborateurs et des salariés sur ce laps de temps. Quand vous prenez une voiture de fonction, Régis dira peut-être la même chose, mais je crois qu'il y a un délai qui est quand même d'entre 1 et 2 mois pour obtenir une voiture de fonction pour la mise à disposition, pour un nouveau contrat, pour une ouverture de contrat. Et les gens dans le vélo, en fait, ils veulent que ça soit immédiat. Sauf qu'effectivement, ils n'ont pas réalisé que ce monde du vélo est en hyper croissance
et connaît une révolution. Enfin, moi, j'appelle ça la vélorussion. Et cette vélorussion, il faut quand même la maîtriser et il faut éduquer les gens sur le vélo, hein. Donc, l'éducation, elle va aussi là-dessus. Et donc, il faut être patient quand on n'a pas la capacité de livrer. Très bien. On va essayer de clôturer. Vous aurez un petit mot de fin. Mais il y avait quand même une remarque qui revient souvent et qui est liée à la pluie, au matériel ou autre. Et effectivement, quand vous êtes usagé au quotidien, il y a des vélotaffeurs là, donc ils pourront témoigner. Enfin, la pluie, c'est pas un problème en fait. Il suffit de s'équiper un petit peu. Et puis même si on est un peu mouillé, finalement, il n'y a pas forcément besoin de grands aménagements. Quand on est à pied et qu'on a un parapluie, qu'on arrive au bureau, on met la même quantité d'eau que quand on est cycliste. Donc, voilà, ça change pas grand-chose. Et puis, Météo France a fait une étude sur les 13 dernières années pour démontrer à quel point, finalement, il ne pleuvait pas tant que ça dans notre pays. Et la probabilité, dans le pire des cas, c'est au mois de février, donc bientôt, à Brest. Et on a un tout petit peu moins de 20% de chance au quotidien de se faire complètement saucer. Donc voilà, donc finalement, il y a aussi une perception entre la réalité et ce qu'on imagine. Ce sera le mot de la fin. Non, peut-être on laisse un dernier mot. Merci en tout cas, moi je vous salue, je vous dis merci beaucoup à tous pour la richesse là, des échanges. Et puis Thomas, je te laisse, ou Émilien, je vous laisse clôturer. Oui, je ne sais pas si chaque intervenant veut dire un petit mot pour terminer. Moi, je voulais juste rajouter, il y a une application Météo France pour la pluie qui donne la pluie à venir dans l'heure. Donc, et vous pouvez choisir votre heure de créneau de départ pour pas prendre la flotte le soir. Mais la pluie, c'est pas un problème en vélo si on est bien équipé. Moi, je voulais remercier Ecodev pour… et merci à tout le monde. Voilà, pour l'organisation. Parce que le vélo de fonction, c'est quelque chose qui est novateur. Beaucoup de gens se posent des questions et donc c'est bien de pouvoir échanger sur ce nouvel usage de mobilité douce. En tout cas, nous, si vous avez des questions par la suite, on sera ravis chez Teamsport de pouvoir y répondre et de vous accompagner. Oui, on transmettra à tout le monde le document, on mettra vos coordonnées et l'inverse sera aussi possible, c'est-à-dire que n'hésitez pas à venir vers nous pour ceux qui ont des questions et on les transmettra aux bonnes personnes. Merci. Oui. Voilà, non, juste également pareil, remercier l'ensemble des intervenants et puis cet espace de discussion. Effectivement, je pense qu'on est vraiment au début de l'aventure. Je parlais tout à l'heure, Jérôme, de Vélorussion. C'est vraiment un nouveau pan, notamment dans la mobilité en entreprise qui se développe. Et je pense que ça va encore beaucoup bouger dans les prochains mois et les prochaines années. D'où l'intérêt de pouvoir effectivement échanger sur ce qui fonctionne bien, ce qui nécessite d'être adapté, l'évolution des tendances et de pouvoir coller au mieux pour favoriser cette pratique. Merci à tous. Merci Régis. Arthur, je ne sais pas, ou Émilien? Ouais, je me permets juste de partager un dernier mot. On dit que la France est un peu en retard, c'est vrai, il y a plein de choses qui sont mises en place. Les pays exemples, un peu pour nous, ça peut être les Pays-Bas et le Danemark, où il y a 25% des déplacements quotidiens qui se font à vélo. Et on parlait de la pluie tout à l'heure, ce n'est pas des pays qui sont connus particulièrement pour leur soleil et leur climat favorable. Et pourtant, les gens font du vélo tous les jours en masse. Donc n'ayez pas peur, un peu de pluie sur nos chaussures ne va pas nous tuer. Et vous verrez que ça va nous apporter beaucoup de bonheur de tous se mettre au vélo pour venir au boulot le matin. Merci à mon tour de vous remercier les intervenants d'avoir répondu d'abord à toutes nos questions. Dernier mot, si vous avez des questions relatives à l'écosystème mobilité, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi ou vers Timothée. Merci à vous et bonne journée à tout le monde. Merci, pareil, je remercie tous les intervenants, tous les participants. Et donc, vous recevrez le support de présentation par mail ainsi que le lien vers le replay. Et comme disait Émilien, on se tient à votre disposition si vous avez la moindre question. Merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup.